Soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire révoltante. Dans l'histoire d'aujourd'hui, elle s'est mariée avec une personne handicapée, mais une grande surprise l'attendait après le mariage. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Le ciel de Paris était chargé cet après-midi d'automne, comme s'il pressentait la tragédie imminente. Moi, Pierre Dubois, un jeune homme de 25 ans plein de rêves et d'ambition, marchais rapidement dans les rues étroites du quartier latin. Mon esprit était occupé par des projets pour l'avenir, l'entretien d'embauche dans une galerie d'art renommée, le dîner avec mes parents pour célébrer mon anniversaire, le voyage prévu dans le sud de la France le mois prochain. J'ignorais alors que, dans quelques minutes, tous ces plans seraient brutalement interrompus. Le premier signe fut le bruit assourdissant des pneus crissant sur l'asphalte. Je me retournai brusquement pour voir une voiture incontrôlée foncer droit sur moi. Le temps sembla ralentir, chaque seconde s'étirant comme des heures. J'essayais de bouger, mais mes pieds semblaient collés au sol. L'impact fut dévastateur. Je me souviens d'avoir été projeté dans les airs, mon corps tournoyant comme une marionnette sans ficelle. Le son de mon propre cri se mêlait au bruit de métal se tordant et de verre se brisant. Puis vint la douleur. Une douleur si intense, si absolue, que j'ai cru mourir là, au milieu de la rue. Mon Dieu! Quelqu'un appelle une ambulance. J'entendis une voix crier avec panique. Les gens commencèrent à se rassembler autour de moi, leurs voix se mêlant en un brouhaha inintelligible. Je pouvais goûter le sang métallique dans ma bouche. Ma vision était floue, mais je distinguais le visage d'une vieille dame penchée sur moi, ses yeux bleus remplis de soucis. « Ça va aller, mon petit. » « Les secours arrivent, murmura-t-elle en tenant ma main. Les sirènes de l'ambulance percèrent l'air, se rapprochant rapidement. Les ambulanciers apparurent dans mon champ de vision, leurs mouvements rapides et précis contrastant avec la lenteur de mes pensées. Homme, 25 ans, collision avec un véhicule. Fracture ouverte de la jambe gauche, possible lésion interne, entendis-je l'un d'eux dire dans son radio. La douleur était insupportable, mais quelque chose de pire commençait à s'installer, la peur. Une peur viscérale, primitive, me disant que rien ne serait plus jamais comme avant. À l'hôpital, je fus immédiatement emmené en chirurgie. Les heures qui suivirent furent un flou de lumières aveuglantes, de voix étouffées et de douleurs intermittentes. Quand je me réveillai enfin, je trouvai mes parents à côté du lit, leurs visages marqués par l'inquiétude et des nuits sans sommeil. « Pierre, mon chéri » murmura ma mère, Élise, des larmes coulant sur son visage prématurément vieilli par l'angoisse. Mon père, François, habituellement stoïque, tenait ma main avec une force qui trahissait son émotion. « Tu nous as fait peur, fils. » C'est alors que je remarquai cette sensation étrange, ce poids absent. Lentement, avec une terreur croissante, je soulevai le drap. Ma jambe gauche se terminait brusquement au-dessus du genou, enveloppée de bandages. « Non. » Le mot s'échappa de mes lèvres comme un gémissement d'agonie. « Non, non, non. » La panique s'empara de moi. Je commençai à me débattre dans le lit, arrachant les tubes et fils connectés à mon corps. Des alarmes se mirent à sonner et des infirmiers envahirent la chambre. « Calmez-vous, monsieur Dubois. » L'un d'eux tentait de me maîtriser, mais j'étais hors de moi. « Ma jambe. Qu'avez-vous fait de ma jambe ?» Je criais, ma voix rauque et méconnaissable même pour moi. Il fallut me sédater. Quand je me réveillai de nouveau, des heures plus tard, le docteur Laurent était à mes côtés. Son visage compatissant n'allégeait en rien l'horreur de la situation. « Monsieur Dubois, je suis désolé, commença-t-il, sa voix grave. La blessure à votre jambe était trop sévère. Nous avons dû amputer pour sauver votre vie. » Les mots tombèrent sur moi comme une sentence de mort. Ma vie, mes rêves, tout semblait avoir été arraché avec ma jambe. Mais le docteur Laurent n'avait pas fini. Son annonce suivante fut un coup de poing au ventre. « Et il y a plus, monsieur Dubois. Les examens montrent que vous avez développé une condition rare appelée dystrophie sympathique réflexe. C'est un syndrome neurologique qui cause une douleur chronique intense. » Je le regardais, incrédule. Comment cela pouvait-il empirer ? Comment l'univers pouvait-il être si cruel ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Demandai-je, ma voix tremblante. Ça signifie, monsieur Dubois, que votre parcours de rétablissement sera long et difficile.
Vous ferez face à des défis que vous n'auriez jamais imaginés. Mais je vous promets, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider. À cet instant, allongé dans ce lit d'hôpital, sentant une douleur qui semblait consommer tout mon être, je ne pouvais imaginer comment continuer. Comment pourrais-je vivre ainsi? Comment pourrais-je rêver, aimer, être heureux de nouveau? Les jours qui suivirent ma sortie de l'hôpital furent un cauchemar éveillé. Mon appartement au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur devint une prison. Chaque marche, autrefois insignifiante, représentait maintenant une montagne infranchissable. « Pierre, mon fils, tu dois déménager » insistait ma mère, Élise, m'aidant à monter les escaliers pour la énième fois, la sueur perlant sur son visage ridé par l'inquiétude. Je savais qu'elle avait raison, mais l'idée de quitter mon chez-moi, d'admettre que je ne pouvais plus vivre de manière indépendante, était un coup trop dur pour mon orgueil déjà blessé. « Non, maman. Je peux le faire, répondis-je, plus pour me convaincre moi-même que pour elle. Mais la vérité est que je ne pouvais pas. Chaque mouvement était une bataille contre la douleur. La dystrophie sympathique réflexe, DSR, avait transformé mon corps en champ de bataille. Des sensations autrefois normales, le toucher d'un drap, une brise légère, déclenchaient maintenant des vagues d'agonie qui me laissaient haletant et tremblant. Les nuits étaient les pires. Allongé dans l'obscurité, je pouvais sentir ma jambe fantôme, des démangeaisons dans des doigts qui n'existaient plus, des douleurs dans un genou amputé. C'était comme si mon propre corps me trahissait, se moquant de ma perte. « Docteur Moreau, je ne peux plus supporter ça », implorai-je lors d'une de mes innombrables consultations. « Il doit y avoir quelque chose que vous puissiez faire. » Le docteur Moreau, un homme d'âge moyen avec des yeux gentils derrière des lunettes à monture fine, soupira lourdement. « Monsieur Dubois, la DSR est une condition complexe. Il n'y a pas de remède miracle. Mais il existe des traitements qui peuvent aider à gérer la douleur. » C'est ainsi que je commençais une routine épuisante de physiothérapie, de thérapie occupationnelle et de séances de gestion de la douleur. Chaque jour était une lutte, non seulement contre la douleur physique, mais contre le désespoir qui menaçait de m'engloutir. Ma physiothérapeute, Amélie, une jeune femme énergique, devint mon fil de vie. Sa détermination était contagieuse, même les jours où je voulais abandonner. « Allez, Pierre !» Encore une fois, m'encourageait-elle, tandis que je luttais pour m'équilibrer avec ma nouvelle prothèse. « Je ne peux pas, Amélie », gémis-je, le visage ruisselant de sueur, tordu de douleur et de frustration. « Bien sûr que vous pouvez », répliquait-elle, ses yeux verts brillants d'une mixture de compassion et de défi. « Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. » Lentement, douloureusement, je commençais à faire des progrès. Mes premiers pas avec la prothèse furent un mélange doux amer de triomphe et de deuil. Chaque pas était une victoire, mais aussi un cruel rappel de ce que j'avais perdu. Le monde extérieur semblait avoir continué sans moi. Les amis appelaient moins souvent, les invitations sortaient diminuaient. Je me sentais comme un fantôme, observant la vie passer par la fenêtre de mon appartement. C'est pendant cette période sombre que je rencontrai Antoine, un autre amputé qui fréquentait le même centre de réhabilitation. Son attitude optimiste était irritante au début. « Comment pouvez-vous être si heureux ?» demandai-je un jour, incapable de contenir mon amertume. « Ne voyez-vous pas que nos vies sont ruinées ?» Antoine me regarda avec un mélange de compréhension et de défi. « Nos vies ne sont pas ruinées. Pierre. Elles sont différentes maintenant, c'est tout. C'est à nous de décider ce que nous en faisons. » Ces mots me frappèrent comme une claque. Je réalisais que j'avais passé tellement de temps à me concentrer sur ce que j'avais perdu que je ne voyais pas ce que j'avais encore. Antoine m'introduisit dans le monde du sport adapté, me montrant qu'il y avait de la vie, et même de la joie, après l'amputation. Mais le chemin était loin d'être facile. Il y avait des jours où la douleur était si intense que je pouvais à peine sortir du lit. Des moments où la dépression menaçait de m'engloutir. Une nuit particulièrement difficile, je me retrouvais debout sur le balcon de mon appartement, regardant la rue en bas, des pensées sombres tournant dans mon esprit. Ce fut le son du téléphone qui me ramena à la réalité. C'était mon père, François. Pierre, sa voix habituellement ferme tremblait légèrement. « Je sais que c'est dur. Mais nous sommes là pour toi. Tu n'es pas seul dans cette bataille. » Ces mots, si simples et pourtant si puissants, furent comme une encre me tirant des profondeurs du désespoir. Je n'étais pas seul. J'avais une famille qui m'aimait, des amis qui se souciaient de moi, des professionnels dévoués à m'aider. Lentement,
jour après jour, je commençais à reconstruire ma vie. J'ai appris à accepter l'aide quand j'en avais besoin, à célébrer les petites victoires, à trouver la beauté dans les moments les plus inattendus. La douleur était toujours là, une compagne constante et indésirable, mais elle ne définissait plus qui j'étais. 1 an après l'accident, je fis un pas qui semblait autrefois impossible. Je retournais travailler. Pas dans la galerie d'art qui avait été mon rêve, mais dans une organisation à but non lucratif qui aidait les personnes handicapées à trouver un emploi. C'était un travail différent de ce que j'avais imaginé pour moi, mais j'y trouvais un but que je n'avais jamais su que j'avais besoin. L'adaptation était, et continue d'être, un processus continu. Chaque jour apportait de nouveaux défis, de nouvelles douleurs à surmonter. Mais il apportait aussi de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de voir le monde et moi-même. L'automne était de nouveau arrivé à Paris, peignant les arbres des jardins du Luxembourg de tons dorés et rouges. C'était un de ces rares jours où la douleur semblait un peu plus distante, un peu plus gérable. Je décidai de profiter du moment de répit pour sortir et profiter de l'air frais. Je poussai mon fauteuil roulant dans les allées sinueuses du parc, observant les feuilles tomber paresseusement autour de moi. Il y avait quelque chose de réconfortant dans le changement des saisons, un rappel que, peu importe à quel point les choses sont difficiles, la vie continue son cycle éternel. Je m'arrêtai près d'un banc pour admirer un groupe de personnes âgées jouant à la pétanque. Le son métallique des boules s'entrechoquant et les exclamations animées des joueurs remplissaient l'air. Absorbé par la scène, je ne remarquai pas que mon livre, un recueil de poèmes de Baudelaire, avait glissé de mes genoux. « Excusez-moi, monsieur », une voix mélodieuse me sortit de mes rêveries. « Je crois que vous avez fait tomber ceci. » Je me retournai et mon cœur s'arrêta un instant. Là, tenant mon livre, se tenait la femme la plus belle que j'ai jamais vue. Ses yeux, d'un bleu profond comme le ciel d'été, rencontrèrent les miens, et je sentis comme si le monde entier avait disparu. « Merci », balbutiai-je, tendant la main pour prendre le livre. Nos doigts se touchèrent un bref instant, et je ressentis une décharge électrique parcourir mon corps. « Baudelaire », sourit-elle en remarquant la couverture du livre. « Un choix intéressant. Vous aimez la poésie ?» « Oui », répondis-je, retrouvant ma voix. « C'est une échappatoire. » Son sourire s'élargit, illuminant tout son visage. « Je comprends parfaitement. Je m'appelle Chloé », se présenta-t-elle en tendant la main. « Pierre », répondis-je en serrant doucement sa main. « Enchanté. »« Le plaisir est pour moi, Pierre », répondit Chloé, ses yeux brillant d'une curiosité sincère. « Puis-je me joindre à vous ?» J'acquiesçai, un peu étourdi par la situation. Chloé s'assit sur le banc à côté de ma chaise roulante, apparemment à l'aise. « Alors, Pierre », commença-t-elle, « quel est votre poème préféré de Baudelaire ?» Et ainsi commença une conversation qui dura des heures. Nous parlâmes de poésie, d'art, de musique. Chloé était professeure de littérature dans une université locale, et sa passion pour les mots était contagieuse. Pour la première fois depuis longtemps, je me retrouvais complètement absorbé par une conversation, oubliant momentanément ma condition. À mesure que le soleil commençait à se coucher, teignant le ciel de rose et d'orange, je réalisai que nous avions passé toute l'après-midi à parler. « Mon Dieu !» s'exclama Chloé en regardant sa montre. Je n'ai pas vu le temps passer. Moi non plus, avouai-je, surpris de constater que je n'avais ressenti aucune douleur significative pendant tout ce temps. C'était comme si la présence de Chloé avait, d'une certaine manière, calmé mon système nerveux hyperactif. C'était vraiment agréable de discuter avec vous, Pierre, sourit Chloé en se levant. Peut-être pourrions-nous le refaire ? Mon cœur s'emballa. J'aimerais beaucoup ça, répondis-je, essayant de ne pas paraître trop impatient. Nous échangeâmes nos numéros de téléphone et Chloé me dit au revoir avec un baiser doux sur la joue. Je la regardai s'éloigner, sa robe fleurie se balançant doucement sous la brise du soir. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je ne pouvais pas arrêter de penser à Chloé. Son sourire, son rire, la manière dont ses yeux brillaient lorsqu'elle parlait de ses livres préférés. Pour la première fois depuis des années, je sentis une étincelle d'espoir s'allumer dans ma poitrine. Mais avec cet espoir venait aussi la peur. Que penserait Chloé lorsqu'elle en saurait plus sur ma condition ? Serait-elle effrayée par l'intensité de ma douleur chronique, par les limitations que mon handicap imposait ? Les jours suivants furent des montagnes russes émotionnelles. Chaque message texte de Chloé me faisait sourire, mais intensifiait également mes peurs et mes insécurités. « Tu devrais lui dire la vérité »,
Pierre, conseilla mon ami Antoine pendant une de nos séances de physiothérapie. Si elle est la femme que tu penses qu'elle est, elle comprendra. Je savais qu'Antoine avait raison, mais l'idée de peut-être perdre Chloé avant même de vraiment la voir était terrifiante. Enfin, après une semaine de conversation par message et appel téléphonique, j'invitai Chloé à prendre un café. Je choisis un endroit accessible, déterminé à être complètement honnête sur ma situation. Quand Chloé arriva, radieuse dans une robe bleue qui s'accordait parfaitement avec ses yeux, je sentis mon cœur s'emballer. « Chloé, commençai-je après avoir échangé des salutations, il y a quelque chose que je dois vous dire. » Ses yeux se remplirent de préoccupation. « Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Tout va bien ?» Je pris une profonde inspiration et lui racontai tout. L'accident, l'amputation, la douleur chronique qui me tourmentait quotidiennement. Je parlais des bons jours et des mauvais, de comment parfois la simple tâche de sortir du lit semblait impossible. Pendant tout ce temps, Chloé écouta attentivement, ses yeux ne quittant jamais les miens. Quand j'eus terminé, il y eut un moment de silence qui sembla durer une éternité. Puis, à ma grande surprise, Chloé tendit la main et prit la mienne, la serrant doucement. « Pierre, dit-elle, sa voix remplie d'émotion, merci de m'avoir fait confiance pour me dire tout ça. Ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. » Je sentis des larmes se former dans mes yeux. « Vraiment ?» demandai-je, osant à peine y croire. Chloé sourit, et c'était comme si le soleil avait percé les nuages. « Vraiment. Tu es une personne incroyable, Pierre. Ta force, ton courage, c'est inspirant. » À ce moment-là, assis dans ce café avec Chloé, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps, l'espoir. L'espoir que, malgré tout, il pouvait encore y avoir de l'amour et du bonheur dans ma vie. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines et que les semaines se changeaient en mois, Chloé devint une partie de plus en plus importante de ma vie. Elle était là les bons jours, riant avec moi tandis que nous explorions les musées de Paris ou faisions des pique-niques au Champ de Mars. Et elle était là les mauvais jours, tenant ma main à travers les vagues de douleur, me lisant de la poésie quand je ne pouvais pas dormir. Avec Chloé à mes côtés, je commençais à voir mon handicap et ma douleur chronique sous un nouveau jour. Il n'était plus seulement des limitations, mais des parties de qui j'étais, des parties qui m'avaient rendu plus fort, plus compatissant, plus humain. Les mois qui suivirent notre rencontre au parc furent comme un rêve. Chloé ramena des couleurs dans mon monde, qui avait été pendant si longtemps dominé par les tons de gris de la douleur et de la dépression. Chaque jour avec elle était une nouvelle aventure, une redécouverte de Paris et de moi-même. Je me souviens vivement de notre première grande sortie. Chloé avait insisté pour m'emmener au musée d'Orsay, déterminée à partager avec moi sa passion pour l'art impressionniste. « Pierre, tu vas adorer, dit-elle, ses yeux brillants d'excitation en poussant mon fauteuil roulant à travers les couloirs du musée. Les couleurs, la lumière, c'est magique. » Ce jour-là, j'observais Chloé plus que les peintures. La manière dont ses yeux s'illuminaient devant chaque chef-d'œuvre, comment ses mains dansaient dans l'air en expliquant les techniques des artistes. C'était comme si elle peignait l'air avec ses mots, donnant vie à chaque tableau d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. C'est à ce moment-là, entouré par la beauté de l'art et l'enthousiasme contagieux de Chloé, que j'ai réalisé que j'étais irrémédiablement amoureux d'elle. Cependant, notre voyage n'était pas sans défi. Ma condition imposait encore des limitations significatives, et il y avait des jours où la douleur était si intense que je pouvais à peine sortir du lit. Dans ces moments-là, la peur d'être un fardeau pour Chloé me consumait. « Chloé, dis-je un matin particulièrement difficile, ma voix tremblant de douleur et d'émotion. Tu n'es pas obligée de rester. Je comprendrais si c'était trop pour toi. » Chloé me regarda avec une intensité qui me coupa le souffle. Elle s'assit au bord du lit, prenant mes mains dans les siennes. « Pierre, écoute-moi bien, dit-elle, sa voix ferme mais douce. Je t'aime. Pas malgré ta douleur, pas malgré tes difficultés, mais avec tout ça. C'est une partie de toi, et j'aime chaque partie de toi. » Ces mots me frappèrent comme une vague, lavant mes peurs et mes insécurités. Des larmes coulèrent sur mon visage alors que je la serrais dans mes bras. « Je t'aime aussi, Chloé, murmurai-je à son oreille. Plus que je ne pourrais jamais l'exprimer. À partir de ce jour, notre relation s'est encore approfondie. Chloé n'acceptait pas seulement ma condition, elle est devenue ma partenaire pour y faire face. Elle recherchait inlassablement de nouvelles thérapies et traitements,
m'accompagnait aux consultations médicales et apprenait même des techniques de massage pour aider à soulager ma douleur les mauvais jours. Mais le plus important, Chloé m'a aidé à redécouvrir ma passion pour la vie. Elle m'a encouragé à reprendre la peinture, quelque chose que j'avais abandonné après l'accident. Avec son aide, j'ai adapté mes méthodes et commencé à créer de l'art à nouveau, utilisant mon expérience de la douleur et de l'handicap comme source d'inspiration. « Ton art est puissant, Pierre », me dit un jour Chloé, observant une de mes peintures récentes. Il parle de douleur, oui, mais aussi de résilience et d'espoir. C'est beau. Notre relation ne consistait pas seulement à surmonter des défis. Il y avait aussi des moments de pure joie et de légèreté. Des soirées de vin et fromage dans mon appartement, où nous rions jusqu'à tard dans la nuit en discutant de littérature. Des promenades du dimanche au jardin des Tuileries, où Chloé poussait mon fauteuil roulant et nous partagions des glaces et des baisers doux. Un soir, environ 1 an après notre première rencontre, j'ai emmené Chloé dans un restaurant élégant avec vue sur la tour Eiffel. J'avais tout planifié méticuleusement, déterminé à rendre la soirée parfaite. Quand le dessert est arrivé, Chloé a trouvé une bague cachée dans sa mousse au chocolat. Ses yeux se sont agrandis de surprise et se sont remplis de larmes quand j'ai pris sa main. « Chloé, commençai-je, ma voix tremblant légèrement d'émotion, tu as apporté la lumière dans ma vie quand tout semblait sombre. Tu m'as montré que l'amour peut surmonter tous les obstacles. Veux-tu m'épouser ?» Pendant un moment, Chloé resta sans voix, une rareté pour ma professeure de littérature éloquente. Puis, avec un sourire radieux, elle répondit. « Oui, Pierre. 1000 fois oui. » Tout le restaurant éclata en applaudissements quand Chloé se pencha sur la table pour m'embrasser, la bague brillant à son doigt. En observant les lumières de Paris scintiller en dessous de nous, je ressentis une vague de gratitude m'envahir. Malgré toutes les difficultés, malgré la douleur et les défis, j'avais trouvé un amour qui transcendait toutes les limitations physiques. Chloé posa sa tête sur mon épaule, soupirant de contentement. « Je t'aime, Pierre », murmura-t-elle. « Je t'aime aussi, ma chérie », répondis-je, embrassant le sommet de sa tête. « Pour toujours. » Cette nuit-là, en regardant vers l'avenir qui s'ouvrait devant nous, j'ai vraiment compris que l'amour est en effet une force puissante. Il est capable de guérir les blessures, de surmonter les obstacles et de nous donner la force nécessaire pour affronter tous les défis. Avec Chloé à mes côtés, je sentais que je pouvais conquérir le monde, une étape à la fois. Notre engagement apporta une nouvelle vague de joie et d'espoir dans ma vie, mais aussi un désir ardent de faire quelque chose d'extraordinaire pour Chloé. Elle m'avait tant donné, elle avait transformé mon existence de manière que je n'avais jamais imaginé possible. Je voulais rendre l'appareil, lui montrer à quel point elle m'avait profondément affecté. C'est lors d'une de mes séances de physiothérapie avec Amélie que l'idée a commencé à prendre forme. « Pierre, ton corps devient plus fort chaque jour », commenta Amélie, observant mes progrès. « As-tu pensé à essayer de nouveaux défis ?» Ses yeux brillaient avec une suggestion non dite, et soudain, j'ai su exactement ce que je voulais faire. Ce serait le plus grand défi que j'ai jamais affronté, mais la perspective de surprendre Chloé me remplissait de détermination. « Amélie, dis-je, ma voix tremblant légèrement avec l'audace de mon idée, je veux marcher jusqu'à l'autel le jour de mon mariage. » Amélie resta silencieuse un moment, ses yeux s'agrandissant devant l'ampleur de ma proposition. Puis, lentement, un sourire se répandit sur son visage. « Ce ne sera pas facile, Pierre, » avertit-elle. « Cela demandera beaucoup de travail, de douleur et de détermination. Mais si c'est ce que tu veux vraiment, je t'aiderai à y arriver. » Et ainsi commença notre mission secrète. Les séances de physiothérapie se sont intensifiées, devenant plus longues et plus exigeantes. Amélie m'a poussé au-delà de mes limites, travaillant sans relâche pour renforcer mes muscles et améliorer mon équilibre. Le processus était brutalement douloureux. Il y avait des jours où l'agonie était si intense que je pouvais à peine respirer. Des nuits où je pleurais silencieusement dans la salle de bain, ne voulant pas que Chloé voie ma souffrance. « Pierre, ça va ?» demandait souvent Chloé, son front plissé d'inquiétude. « Tu sembles plus fatigué ces derniers temps. »« Ce n'est rien, mon amour, » la rassurai-je, détestant devoir mentir, mais déterminé à garder la surprise. Juste un peu de stress avec les préparatifs du mariage. Au fil des mois, j'ai commencé à voir des progrès. Mes premiers pas avec les prothèses étaient tremblants et incertains, mais progressivement, j'ai gagné en force et en confiance. Amélie était à mes côtés à chaque étape, m'encourageant et me soutenant. « C'est ça, Pierre,
s'exclamait-elle, son visage illuminé de fierté alors que je marchais d'un bout à l'autre de la salle de physiothérapie. Tu y arrives. Mais le véritable test est venu lorsque j'ai tenté de faire plus que quelques pas. La douleur était excruciante, comme si chaque nerf de mon corps était en feu. Il y avait des moments où j'ai pensé abandonner, lorsque le défi semblait impossible à surmonter. C'est pendant l'un de ces moments de doute que j'ai reçu une visite inattendue. Antoine, mon ami du centre de rééducation, est apparu lors d'une de mes séances. « Amélie m'a parlé de ton projet, dit-il, ses yeux brillants d'admiration. Je suis venu pour t'encourager. » Voir Antoine, qui avait surmonté tant de défis lui-même, m'a rempli d'une nouvelle détermination. S'il pouvait le faire, je le pouvais aussi. Avec le soutien d'Amélie et d'Antoine, j'ai continué à me battre. Chaque pas était une bataille, chaque mètre parcouru une victoire. Lentement, douloureusement, j'ai commencé à augmenter la distance que je pouvais parcourir. Le secret devenait de plus en plus difficile à garder. Il y avait des moments où j'ai failli le révéler à Chloé, surtout les nuits où la douleur était si intense que je pouvais à peine dormir. « Pierre, tu es sûr que tout va bien ?» demanda Chloé une nuit, ses mains massant doucement mon dos endolori. « Oui, mon amour, répondis-je, me tournant pour l'embrasser doucement. Tout ira bien. Je te le promets. » À mesure que le jour du mariage approchait, mon anxiété augmentait. Et si je n'y arrivais pas? Et si la douleur était trop forte? Et si je décevais Chloé? La veille du grand jour, j'ai eu une dernière séance avec Amélie. J'ai réussi à marcher toute la longueur de l'allée de l'église, bien que la douleur soit presque insupportable à la fin. « Tu es prêt, Pierre ?» dit Amélie, des larmes de fierté dans les yeux. « Tu vas y arriver. » Cette nuit-là, allongé à côté de Chloé, j'ai observé son visage serein pendant qu'elle dormait. J'ai pensé à tout ce que nous avions traversé ensemble, à la façon dont elle m'avait aimé inconditionnellement à travers tous les défis. Je savais que, quoi qu'il arrive le lendemain, cet amour serait suffisant. « Je t'aime, Chloé » murmurai-je dans l'obscurité. « Plus que tu ne le sauras jamais. » Avec le cœur rempli d'amour et de détermination, j'ai fermé les yeux et je me suis endormi, rêvant du moment où je surprendrais la femme de mes rêves en marchant jusqu'à elle à l'hôtel. Le jour se leva sous un ciel d'un bleu parfait, comme si Paris avait décidé de nous offrir son plus beau décor pour notre union. Je me suis réveillé avant le lever du soleil, le cœur battant d'une mixture d'excitation et de nervosité. « Ça va aller, Pierre » me murmurai-je, répétant les mots d'encouragement d'Amélie comme un mantra tout en me préparant. Mon père, François, entra dans la chambre alors que je luttais avec mon nœud papillon. « Laisse-moi t'aider avec ça, mon fils, dit-il, les yeux brillants d'une émotion contenue. Alors qu'il ajustait mon nœud papillon, j'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement. « Papa, commençai-je, ma voix douce, il y a quelque chose que je dois te dire. » Je lui racontai mon plan, les mois d'entraînement secret, ma détermination à marcher jusqu'à l'hôtel. Les yeux de mon père se remplirent de larmes. « Pierre, dit-il, sa voix brisée par l'émotion, tu es l'homme le plus courageux que je connaisse. Ta mère et moi sommes si fiers de toi. » Nous nous sommes embrassés, un moment de connexion silencieuse entre père et fils, avant que l'agitation de la journée ne nous engloutisse à nouveau. L'église était magnifiquement décorée, des fleurs blanches et de la lavande ornant chaque banc, créant un chemin parfumé jusqu'à l'autel. Je me suis positionné à l'entrée, le cœur battant à tout rompre. Amélie et Antoine étaient là, prêts à me soutenir si nécessaire. « Tu peux le faire, Pierre » murmura Amélie, donnant une dernière pression encourageante à mon épaule. La musique commença à jouer, et les portes de l'église s'ouvrirent. Tous les invités se levèrent, se retournant pour voir la mariée. Mais au lieu de cela, ils me virent. Un murmure de surprise parcourut l'assemblée lorsque je fis mon premier pas hésitant. Je vis les yeux de ma mère s'agrandir, ses mains volant pour couvrir sa bouche en état de choc. Amis et famille regardaient, incrédules, certains déjà avec des larmes aux yeux. Chaque pas était une bataille contre la douleur, chaque mètre une victoire sur mes propres limites. Je me concentrais sur ma respiration, sur le fait de mettre un pied devant l'autre, de me diriger vers l'hôtel où je savais que Chloé serait bientôt. À mi-chemin, et la sueur coulait déjà sur mon visage. La douleur était presque insupportable, mais je refusais d'abandonner. Je pensais à Chloé, à son sourire, à son amour inconditionnel, et trouvais la force de continuer. Enfin, après ce qui sembla une éternité, j'atteignis l'hôtel. Je me tournai, haletant mais triomphant,
pour faire face à l'allée par laquelle Chloé allait bientôt marcher. Et puis, elle était là. Chloé apparut à l'entrée de l'église, radieuse dans sa robe blanche. Pendant un moment, elle parut confuse de ne pas me voir dans mon fauteuil roulant. Puis, ses yeux rencontrèrent les miens, debout à l'autel, et je vis le moment exact où la compréhension la frappa. Ses mains volèrent pour couvrir sa bouche, des larmes jaillissant immédiatement de ses yeux. Pendant un moment, elle resta paralysée, incapable de bouger. Puis, avec un sanglot à moitié rire, à moitié pleurs, elle se mit à courir dans l'allée. Ignorant toutes les conventions, Chloé courut droit dans mes bras. Je la serrai fort, sentant ses larmes mouiller mon cou. Pierre, sanglota-t-elle, s'éloignant pour regarder dans mes yeux, ses mains tenant mon visage. « Comment as-tu » ? « Pour toi, mon amour, répondis-je, ma propre voix brisée par l'émotion. Je ferai n'importe quoi pour toi. » Toute l'église éclata en applaudissements et en acclamations, l'émotion du moment contaminant tout le monde. Je vis mes parents se serrer dans les bras, pleurant ouvertement. Amélie et Antoine souriaient fièrement depuis l'entrée de l'église. Le prêtre dut demander le silence plusieurs fois avant de pouvoir commencer la cérémonie, tant l'émotion était grande. Mais enfin, avec Chloé à mes côtés, ses mains fermement entrelacées dans les miennes, nous commençâmes notre voyage en tant que mari et femme. La cérémonie fut un tourbillon d'émotions, joie, amour, gratitude. Nous échangeâmes nos vœux avec des voix tremblantes, promettant de nous aimer et de nous soutenir à travers tous les défis que la vie pourrait nous présenter. Quand le prêtre nous déclara finalement mari et femme, j'attirai Chloé pour un baiser passionné, ignorant la douleur qui parcourait mon corps. À ce moment-là, il n'y avait que nous deux, unis par un amour qui avait surmonté tous les obstacles. La réception qui suivit fut une célébration de la vie et de l'amour. Nous dansâmes notre première danse en tant que couple, moi soutenu par Chloé, mais debout, réalisant une autre promesse que je m'étais faite. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu as fait ça pour moi », chuchota Chloé tandis que nous dansions, ses yeux brillants d'amour et d'admiration. « Je ferai tout pour toi, mon amour, répondis-je, l'embrassant doucement. Tu m'as donné la force de faire l'impossible. » Au fur et à mesure que la nuit avançait, la douleur devint presque insupportable. Mais chaque moment d'inconfort valait la peine pour voir la joie sur le visage de Chloé, la fierté dans les yeux de mes parents, la sensation d'avoir surmonté mes propres limites. Lorsque nous nous retirâmes finalement dans notre suite nuptiale, épuisés mais extasiés, Chloé m'aida à m'asseoir sur le lit, massant doucement mes jambes endolories. « Pierre, dit-elle doucement, ses yeux rencontrant les miens. Ce que tu as fait d'aujourd'hui, c'était le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Mais je veux que tu saches que je t'aurais aimé tout autant si tu étais venu à l'hôtel dans ton fauteuil roulant. Je t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu peux faire. » Ces mots m'ont profondément touché, réaffirmant une fois de plus pourquoi je l'aimais tant. Je l'attirai près de moi, l'embrassant avec toute la passion et la gratitude que je ressentais. « Je t'aime, Chloé, murmurai-je contre ses lèvres. Plus que je ne pourrais jamais l'exprimer. Les mois qui suivirent notre mariage furent comme un rêve. Chloé et moi plongions dans notre nouvelle vie ensemble, savourant chaque instant. Je continuais mes séances de physiothérapie, déterminé à maintenir les progrès que j'avais réalisés. C'est un matin d'automne, presque un an après notre mariage, que tout changea à nouveau. Je me suis réveillé avec une douleur aiguë et inhabituelle dans ma jambe. Au début, j'ai tenté de l'ignorer, pensant que c'était simplement le résultat de m'être trop poussé lors de la physiothérapie la veille. « Pierre, ça va ?» demanda Chloé, remarquant mon expression tendue alors que je m'asseyais sur le lit. « Oui, ce n'est rien, répondis-je, forçant un sourire. Juste un peu raide ce matin. » Mais à mesure que la journée avançait, la douleur ne faisait qu'empirer. En milieu d'après-midi, elle était devenue presque insupportable. Chloé, inquiète, insista pour me conduire à l'hôpital. « Quelque chose ne va pas, Pierre, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Nous devons faire vérifier cela. » À l'hôpital, j'ai été soumis à une série d'examens. L'attente des résultats fut agonisante, tant pour la douleur physique que pour l'anxiété de l'inconnu. Enfin, le docteur Moreau entra dans notre chambre, son visage sérieux mais avec une étrange lueur dans les yeux. « Monsieur et Madame Dubois, commença-t-il, j'ai des nouvelles, inhabituelles. » Chloé serra ma main, nous préparant tous les deux au pire. « La douleur que vous ressentez, Monsieur Dubois, poursuivit le médecin, est en fait un bon signe. Vos nerfs, ils se régénèrent. » Je restai bouche bée,
incapable de comprendre ce que j'entendais. « Que voulez-vous dire » demandai-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. « C'est extrêmement rare, expliqua le docteur Moreau, mais il semble que votre système nerveux ait trouvé un moyen de contourner les dommages causés par la DSR. Les nouveaux chemins nerveux que vous avez créés grâce à votre rééducation intensive ont déclenché une sorte de réinitialisation de votre système nerveux. » Chloé laissa échapper un sanglot de joie, serrant ma main si fort que cela me fit presque mal. « Qu'est-ce que cela signifie exactement, docteur » demanda-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Cela signifie, » répondit le docteur Moreau, un sourire se dessinant sur son visage, « que nous pouvons espérer une amélioration significative de la condition de Monsieur Dubois. La douleur chronique pourrait diminuer considérablement, voire disparaître complètement avec le temps. » Les mots du médecin tombèrent sur nous comme une pluie d'été après une longue sécheresse. Chloé se jeta dans mes bras, pleurant et riant à la fois. J'étais en état de choc, incapable de croire totalement ce que j'entendais. Les mois suivants furent une montagne russe d'émotions. Je passai par plus de tests, plus de thérapies, plus de traitements. La douleur, bien qu'intense au début, commença à diminuer graduellement. Lentement, je commençai à récupérer des sensations que j'avais perdues depuis longtemps. Le jour se leva sous un ciel d'un bleu parfait, comme si Paris avait décidé de nous offrir son plus beau décor pour notre union. Je me suis réveillé avant le lever du soleil, le cœur battant d'une mixture d'excitation et de nervosité. « Ça va aller, Pierre » me murmurai-je, répétant les mots d'encouragement d'Amélie comme un mantra tout en me préparant. Mon père, François, entra dans la chambre alors que je luttais avec mon nœud papillon. « Laisse-moi t'aider avec ça, mon fils, dit-il, les yeux brillants d'une émotion contenue. Alors qu'il ajustait mon nœud papillon, j'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement. « Papa, commençai-je, ma voix douce, il y a quelque chose que je dois te dire. » Je lui racontai mon plan, les mois d'entraînement secret, ma détermination à marcher jusqu'à l'hôtel. Les yeux de mon père se remplirent de larmes. « Pierre, dit-il, sa voix brisée par l'émotion, tu es l'homme le plus courageux que je connaisse. Ta mère et moi sommes si fiers de toi. » Nous nous sommes embrassés, un moment de connexion silencieuse entre père et fils, avant que l'agitation de la journée ne nous engloutisse à nouveau. L'église était magnifiquement décorée, des fleurs blanches et de la lavande ornant chaque banc, créant un chemin parfumé jusqu'à l'autel. Je me suis positionné à l'entrée, le cœur battant à tout rompre. Amélie et Antoine étaient là, prêts à me soutenir si nécessaire. « Tu peux le faire, Pierre » murmura Amélie, donnant une dernière pression encourageante à mon épaule. La musique commença à jouer, et les portes de l'église s'ouvrirent. Tous les invités se levèrent, se retournant pour voir la mariée. Mais au lieu de cela, ils me virent. Un murmure de surprise parcourut l'assemblée lorsque je fis mon premier pas hésitant. Je vis les yeux de ma mère s'agrandir, ses mains volant pour couvrir sa bouche en état de choc. Amis et famille regardaient, incrédules, certains déjà avec des larmes aux yeux. Chaque pas était une bataille contre la douleur, chaque mètre une victoire sur mes propres limites. Je me concentrais sur ma respiration, sur le fait de mettre un pied devant l'autre, de me diriger vers l'hôtel où je savais que Chloé serait bientôt. À mi-chemin, et la sueur coulait déjà sur mon visage. La douleur était presque insupportable, mais je refusais d'abandonner. Je pensais à Chloé, à son sourire, à son amour inconditionnel, et trouvais la force de continuer. Enfin, après ce qui sembla une éternité, j'atteignis l'hôtel. Je me tournai, haletant mais triomphant, pour faire face à l'allée par laquelle Chloé allait bientôt marcher. Et puis, elle était là. Chloé apparut à l'entrée de l'église, radieuse dans sa robe blanche. Pendant un moment, elle parut confuse de ne pas me voir dans mon fauteuil roulant. Puis, ses yeux rencontrèrent les miens, debout à l'autel, et je vis le moment exact où la compréhension la frappa. Ses mains volèrent pour couvrir sa bouche, des larmes jaillissant immédiatement de ses yeux. Pendant un moment, elle resta paralysée, incapable de bouger. Puis, avec un sanglot à moitié rire, à moitié pleurs, elle se mit à courir dans l'allée. Ignorant toutes les conventions, Chloé courut droit dans mes bras. Je la serrai fort, sentant ses larmes mouiller mon cou. Pierre, sanglota-t-elle, s'éloignant pour regarder dans mes yeux, ses mains tenant mon visage. « Comment as-tu » ? « Pour toi, mon amour, répondis-je, ma propre voix brisée par l'émotion. Je ferai n'importe quoi pour toi. » Toute l'église éclata en applaudissements et en acclamations, l'émotion du moment contaminant tout le monde.
Je vis mes parents se serrer dans les bras, pleurant ouvertement. Amélie et Antoine souriaient fièrement depuis l'entrée de l'église. Le prêtre dut demander le silence plusieurs fois avant de pouvoir commencer la cérémonie, tant l'émotion était grande. Mais enfin, avec Chloé à mes côtés, ses mains fermement entrelacées dans les miennes, nous commençâmes notre voyage en tant que mari et femme. La cérémonie fut un tourbillon d'émotions, joie, amour, gratitude. Nous échangeâmes nos vœux avec des voix tremblantes, promettant de nous aimer et de nous soutenir à travers tous les défis que la vie pourrait nous présenter. Quand le prêtre nous déclara finalement mari et femme, j'attirai Chloé pour un baiser passionné, ignorant la douleur qui parcourait mon corps. À ce moment-là, il n'y avait que nous deux, unis par un amour qui avait surmonté tous les obstacles. La réception qui suivit fut une célébration de la vie et de l'amour. Nous dansâmes notre première danse en tant que couple, moi soutenu par Chloé, mais debout, réalisant une autre promesse que je m'étais faite. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu as fait ça pour moi », chuchota Chloé tandis que nous dansions, ses yeux brillants d'amour et d'admiration. « Je ferai tout pour toi, mon amour, répondis-je, l'embrassant doucement. Tu m'as donné la force de faire l'impossible. » Au fur et à mesure que la nuit avançait, la douleur devint presque insupportable. Mais chaque moment d'inconfort valait la peine pour voir la joie sur le visage de Chloé, la fierté dans les yeux de mes parents, la sensation d'avoir surmonté mes propres limites. Lorsque nous nous retirâmes finalement dans notre suite nuptiale, épuisés mais extasiés, Chloé m'aida à m'asseoir sur le lit, massant doucement mes jambes endolories. « Pierre, dit-elle doucement, ses yeux rencontrant les miens. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'était le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Mais je veux que tu saches que je t'aurais aimé tout autant si tu étais venu à l'hôtel dans ton fauteuil roulant. Je t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu peux faire. » Ces mots m'ont profondément touché, réaffirmant une fois de plus pourquoi je l'aimais tant. Je l'attirai près de moi, l'embrassant avec toute la passion et la gratitude que je ressentais. « Je t'aime, Chloé », murmurai-je contre ses lèvres. Plus que je ne pourrais jamais l'exprimer. Les mois qui suivirent notre mariage furent comme un rêve. Chloé et moi plongions dans notre nouvelle vie ensemble, savourant chaque instant. Je continuais mes séances de physiothérapie, déterminé à maintenir les progrès que j'avais réalisés. C'est un matin d'automne, presque un an après notre mariage, que tout changea à nouveau. Je me suis réveillé avec une douleur aiguë et inhabituelle dans ma jambe. Au début, j'ai tenté de l'ignorer, pensant que c'était simplement le résultat de m'être trop poussé lors de la physiothérapie la veille. « Pierre, ça va ?» demanda Chloé, remarquant mon expression tendue alors que je m'asseyais sur le lit. « Oui, ce n'est rien, répondis-je, forçant un sourire. Juste un peu raide ce matin. » Mais à mesure que la journée avançait, la douleur ne faisait qu'empirer. En milieu d'après-midi, elle était devenue presque insupportable. Chloé, inquiète, insista pour me conduire à l'hôpital. « Quelque chose ne va pas, Pierre, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Nous devons faire vérifier cela. » À l'hôpital, j'ai été soumis à une série d'examens. L'attente des résultats fut agonisante, tant pour la douleur physique que pour l'anxiété de l'inconnu. Enfin, le docteur Moreau entra dans notre chambre, son visage sérieux mais avec une étrange lueur dans les yeux. « Monsieur et Madame Dubois, commença-t-il, j'ai des nouvelles, inhabituelles. » Chloé serra ma main, nous préparant tous les deux au pire. « La douleur que vous ressentez, Monsieur Dubois, poursuivit le médecin, est en fait un bon signe. Vos nerfs, ils se régénèrent. » Je restais bouche bée, incapable de comprendre ce que j'entendais. « Que voulez-vous dire ?» demandai-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. « C'est extrêmement rare, expliqua le docteur Moreau, mais il semble que votre système nerveux ait trouvé un moyen de contourner les dommages causés par la DSR. Les nouveaux chemins nerveux que vous avez créés grâce à votre rééducation intensive ont déclenché une sorte de réinitialisation de votre système nerveux. » Chloé laissa échapper un sanglot de joie, serrant ma main si fort que cela me fit presque mal. « Qu'est-ce que cela signifie exactement, docteur ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Cela signifie, répondit le docteur Moreau, un sourire se dessinant sur son visage, que nous pouvons espérer une amélioration significative de la condition de Monsieur Dubois. La douleur chronique pourrait diminuer considérablement, voire disparaître complètement avec le temps. » Les mots du médecin tombèrent sur nous comme une pluie d'été après une longue sécheresse. Chloé se jeta dans mes bras, pleurant et riant à la fois. J'étais en état de choc, incapable de croire totalement ce que j'entendais.
Les mois suivants furent une montagne russe d'émotions. Je passai par plus de tests, plus de thérapies, plus de traitements. La douleur, bien qu'intense au début, commença à diminuer graduellement. Lentement, je commençai à récupérer des sensations que j'avais perdues depuis longtemps.